Donc je suis Odette Vax, je suis née en 1930, je suis psychiatre, psychanalyste, officiellement en retraite mais réellement en activité. Et je vais essayer de témoigner de mon trajet professionnel, je dirais voué à la psychiatrie. Donc au cours de mon trajet, de ma formation purement médicale, j'étais donc en stage dans le service de neurologie à Thonon. J'étais gérée par Roques, avec qui j'avais de très bonnes relations, me demande un jour, mais qu'est-ce que tu veux faire? Odette, qu'est-ce que tu veux faire? Alors je lui dis, je voudrais faire de la neurochirurgie. Alors, il me regarde, il me dit, tu oublies ça tout de suite. On était, je dirais, en 57, 58, tu es une femme, tu as un nom juif, et en plus tu es de gauche. Alors tu oublies, tu fais de la psychiatrie, ça t'ira très bien. Très étonnée. Je me décide donc, je tombe en psychiatrie, c'est le cas de dire, et mon premier poste, c'était donc dans le service du professeur Delay à Sainte-Anne. Cette période où on expérimentait effectivement de façon très systématique les neuroleptiques et même les antidépresseurs qui venaient d'arriver sur le marché. Bon, à côté de cette expérimentation qui avait un caractère assez sauvage, et qu'on me demandait comme externe puis comme interne de mesurer jour après jour, j'avais aussi, moi, à pratiquer des électrochocs. À l'époque, ces électrochocs se faisaient de façon directe, sans anesthésie, sans curare. Et le premier que j'ai dû faire, je me souviendrai toujours, c'était face à ce patient, donc attaché sur son lit, plein d'effroi sûrement, moi presque aussi effrayée, et j'ai dû appuyer sur le bouton qui déclenchait cette crise convulsive généralisée. C'est un souvenir effectivement que je ne pourrai jamais oublier. Ensuite, donc, j'ai poursuivi mon cursus en psychiatrie. J'ai été interne et mon premier poste d'interne, c'était donc en 58. J'étais interne à Paris-Vaucluse dans un service enfant. À l'époque, la pédopsychiatrie n'existait pas. C'était un service enfant à Paris-Vaucluse. Je me présente, le patron très très aimable me dit voilà, vous aurez à gérer ce dortoir. Et dans ce dortoir, que vois-je 50 lits alignés avec des enfants, la plupart encéphalopathes, plus ou moins attachés sur le lit. Je rentre dans ce dortoir, à l'époque j'étais enceinte déjà de 5 mois, et j'entends un des petits enfants qui crie « Maman ». Je me suis enfuie. Et j'ai dit, ce n'est pas possible. C'était possible parce que je n'avais pas d'autres moyens d'existence. Donc je suis restée à Paris-Vaucluse pendant 1 an dans ce service de pédopsychiatrie où, outre cet attachement des enfants, le fait d'attacher les enfants, bien sûr, était une pratique, je dirais, très banale, on faisait aussi des chocs au cardiazole sur des adolescents de 13-14 ans. Donc c'était un début, je dirais, où j'ai affronté la psychiatrie dans sa face la plus violente et la plus inhumaine. Mais à l'époque, toujours à Paris-Vaucluse en 58-59, j'entends parler dans ce de garde qu'il y avait un psychiatre un peu fou qu'on appelait Lucien Bonafé, et qui arrivait donc à Paris-Vaucluse et qui avait eu l'idée très originale de demander au directeur d'acheter une maison très proche de l'hôpital pour pouvoir héberger les patients qui étaient sur la voie de la sortie. Ça a paru complètement révolutionnaire, on a dit qu'il était fou, cette maison n'a jamais été achetée. Et je me suis rappelé du nom de Lucien Bonafé et je l'ai suivi tout le long de sa carrière et jusqu'à sa mort. En effet, Bonafé faisait partie avec un groupe de psychiatres communistes, le Guillon Toscaïès, qui, à la sortie de la guerre,
après avoir vécu cette extermination douce des malades mentaux, puisque 45 000 sont morts d'inanition, avait décidé d'ouvrir les portes de l'asile et de pratiquer une psychiatrie humaniste, démocratique, disait-il, à savoir soigner les patients au cœur de la cité, là où ces patients vivaient, avec travaillé les médecins. Psychiatrie de secteur actuellement, je dirais, en grande difficulté, pour ne pas dire sur la voie d'extinction. Donc c'est à travers cette expérience de psychiatrie de secteur que je situe l'essentiel de ma vie personnelle. Donc je poursuis mon internat, j'arrive à Maison Blanche. Alors les pratiques psychiatriques étaient encore, je dirais, très autour de l'enfermement des patients, bien qu'il y avait déjà à l'époque des consultations externes où les patients sortis de l'hôpital étaient suivis dans la durée. Mais malgré tout, coexistaient donc comme thérapeutique, neuroleptiques, antidépresseurs, qu'on utilisait largement, qui donnaient des résultats assez remarquables, avec des effets secondaires qui ne sont pas négligés. Et on pratiquait toujours parallèlement les électrochocs, mais de façon beaucoup plus limitée, seulement dans les cas de mélancolie sévère. En effet, certains accès mélancoliques résistent absolument aux antidépresseurs. Et on est contraint, à ce moment-là, de prescrire une cure d'électrochoc, qui donne d'ailleurs des résultats remarquables. Avec toutes les réserves qu'on peut faire quant aux effets, effectivement, à long terme des électrochocs. Donc, je poursuis mon internat, à la Maison Blanche, je vais au CTRS, à Villera, ce service très novateur qui avait été créé par Cyrano et qui était à l'époque gouverné, si on peut dire, par Hélène Chéniaud. Et j'y apprends en un an, effectivement, l'essentiel de ce que j'ai appris en psychiatrie au début de ma vie professionnelle. Ensuite, je termine par un poste à Sainte-Anne, pardon, à Salpêtrière, en neurochirurgie, chez Legault. Et c'est là où je vois pratiquer les premières lobotomies, avec les effets effectivement spectaculaires et désastreux que l'on connaît. Mon internat terminé, je passe le concours de psychiatre des hôpitaux, j'ai reçu, mais j'ai la possibilité, avant de prendre un poste de chef, d'être assistante à Maison Blanche, au service d'Étienne Trillat, qui était quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié lors de mon internat. Je suis donc pendant 2 ans, jusqu'en 69, assistante dans le service de Trillat, qui était déjà sécurisé, puisqu'on soignait des patients du PE, toute cette région du Val-de-Marne, autour de Neuilly-sur-Marne. Donc là, il y a déjà une ébauche de psychiatrie de secteur, puisque des patients que j'avais suivis à l'hôpital, je continuais à les suivre à l'extérieur dans une consultation au PE. Arrive 68, à 68 à la Maison Blanche, c'est la Révolution. Brusquement, les structures hiérarchiques se fissurent et disparaissent, et on vit quelques semaines, je dirais, assez folles. Et dans cette folie, on se demande avec Trillat si on ne pourrait pas ouvrir les pavillons. Alors, avec un peu d'inquiétude, on ouvre un pavillon, qui était un pavillon, il y avait des patients, je dirais, souvent en période aiguë, des patients qui nous donnaient beaucoup de soucis. On ouvre les pavillons, et le lendemain, on arrive, personne n'était sorti. Aucun patient n'était sorti, alors que le pavillon était ouvert. Donc on a été obligé de leur dire, mais vous pouvez sortir ou pas. Bon, c'est une espèce d'anecdote qui montre comment cette période de 68 a été quand même une espèce de détonateur de ce qui est devenu la psychiatrie de secteur. Donc à partir de cette période, alors que la circulaire de mars 60, je dirais, décrivait dans les faits cette psychiatrie de secteur à la fois humaniste et démocratique, elle s'est mise en place assez lentement. Et dans les années 70, alors que j'étais tenue de prendre un poste de chef,
je choisis un service, pas trop loin de Paris, parce que ma famille m'a à Paris, et ce poste se trouvait à Châlons-Champagne, Châlons-sur-Marne à l'époque, Châlons-Champagne. Donc j'arrive dans cette ville pour faire connaissance. D'abord, je me trompe, je vais à la prison. À la prison, je trouvais juste derrière l'hôpital psychiatrique et l'entrée était très similaire. Donc, je retourne, le type me dit, c'est pas là, c'est de l'autre côté. J'arrive et je me présente à la surveillante générale à l'époque, une petite dame, toute petite et extrêmement active, qui me dit, Madame Dr Bach, maintenant, on vient de créer le secteur dans lequel vous êtes nommé, puisque c'était vraiment la création géographique du secteur. Vous avez le secteur d'Épernay, Montmirail, Cézanne, qui était donc assez loin de Châlons, 60 km. Et elle me dit, dans ce service qu'on vient de créer, on a mis tous les rouges. Je dis quoi? Ah oui, tous les militants syndicaux dont on voulait se débarrasser. Alors, je ne dis rien. Et 2 jours après, j'étais en grève, parce que mon syndicat des psychiatres des hôpitaux avait décidé d'un mouvement pour que les psychiatres aient le même statut que les médecins des hôpitaux dans l'hôpital général. On y a obtenu d'ailleurs. Bon, donc les choses, effectivement, ont pris tout de suite une certaine tournure. Et comme j'avais à cœur d'amorcer cette psychiatrie de secteur qui me paraissait tellement intéressante, lors d'une première réunion, je réunis, c'était donc un service de 400 malades, un interne, et 3 pavillons, dont un était fermé. Je réunis tout le personnel pour me présenter, et je leur dis, écoutez, j'ai entendu parler d'un patient qui habite, je ne sais plus, Montmirail, donc à 50 km. Apparemment, il y a des gros problèmes. Je souhaite faire mes visites à domicile. Qui est-ce qui veut m'accompagner? La moitié de la salle lève la main. Je dis, c'était gagné. C'était gagné. Et là, j'ai senti tout de suite dans le personnel infirmier cette espèce d'envie, effectivement, de créer, de faire une autre pratique. Parce que, bien sûr, l'hôpital de Châlons était quand même l'asile traditionnel à l'époque. Donc, on a développé donc, cette pratique de secteur avec des visites à domicile, à laquelle je participais de temps en temps. Et puis, on a développé, bien sûr, l'ergothérapie à l'hôpital. On a ouvert une cafétéria. C'était des patients qui tenaient la cafétéria. Tout de suite, le service s'est animé à l'intérieur, mais s'est animé aussi à l'extérieur, puisqu'il y avait donc 3 consultations externes, une à Épernay, une à Cézanne et l'autre à Montmirail. Et puis, je dirais, avec quelques responsables infirmiers, on a décidé de tenter de faire ce qu'on appelait un séjour hors les murs, c'est-à-dire d'emmener un petit nombre de patients en vacances. Et on a choisi le Vercors, et donc on a loué un hôtel désaffecté, où on a emmené avec nous une 10-12 malades. Donc 1 ou 2 qui étaient quand même des malades qui nécessitaient un accompagnement sérieux. Et j'ai donc participé à une grande partie de ce séjour, hors les murs, avec les infirmiers, dont on a tiré un enseignement, je dirais, extrêmement riche. Puisqu'on a établi avec les patients, bien sûr, un lien très différent. Le problème, ça a été au retour, parce qu'au retour, certains patients qui avaient participé, on a pu prévoir leur sortie, d'autres n'ont pas pu sortir. Et ça a été très, très douloureux pour eux. Mais alors justement, je suis restée donc 5 ans à Châlons. Et au cours de cette période, je voudrais citer une anecdote qui illustre bien ce que était la psychiatrie de secteur, c'est-à-dire une psychiatrie hors les murs, en quelque sorte, où les malades étaient accompagnés par un collectif soignant, j'insiste sur le mot collectif, où le psychiatre avait sa place, je dirais de supposer savoir, mais seulement sa place.
et où les échanges entre les infirmiers, psychologues, qui connaissaient le patient, permettaient en quelque sorte, d'affiner l'accompagnement du patient, étant donné des avis très diversifiés quelquefois, qui étaient fournis par des personnels divers. C'est un peu théorique ce que je dis, mais vous sentez un peu l'importance de ça. Alors que jusqu'à maintenant, la hiérarchie à l'hôpital était extrêmement bien déterminée, avec le psychiatre médecin-chef en haut, puis tout le reste, effectivement, degrés divers, qui étaient plus ou moins dévoués aux décisions du médecin-chef. Bon, qui n'était plus le cas, qui même si je devais à certains moments prendre des décisions, c'était bien sûr. Là pour ça, je dirais très, très fréquemment, j'avais besoin de l'avis des infirmiers et des psychologues pour prendre une décision, je dirais, collective. Ça, c'est donc une des choses importantes que je tenais à transmettre. Et puis, je vais l'illustrer donc par une anecdote. Nous connaissions un patient qui habitait Cézanne, qui est une petite ville dans la Champagne, mais ce n'est pas la Champagne du Val, c'est la Champagne agricole céréalière. Et un jour, le maire de Cézanne m'appelle et il me dit: c'est vous le chef? Je dis: oui, c'est moi le chef. Et bien, vous savez, il y a un de vos gars qui se balade dans Cézanne depuis 2 jours avec un flingue. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle les gendarmes? Parce que c'est les gendarmes dans ces cas-là qui étaient appelés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle les gendarmes? Je me tourne vers l'infirmière qui est à côté de moi, qui est d'ailleurs restée mon amie, et elle me dit: on y va. Bon, alors on prend la 4L et on y va. Sous l'œil un peu interrogatif du reste du service, je me dis: qu'est-ce qu'elle voulait faire là-bas? Qu'est-ce qui les attend? On arrive à Cézanne, le patient était dans son jardin. Il nous voit arriver, il nous fait un grand signe: venez donc prendre un café chez moi. Effectivement, ce patient nous connaissait très bien, on le connaissait très bien, et le fait de nous voir arriver, je pense, a permis un peu d'éloigner cette espèce d'angoisse qui actuellement l'habitait depuis quelques jours. On a donc discuté avec lui, et il était décidé à venir à la consultation de Cézanne que je faisais moi 2 jours après. 2 jours après, j'ai parlé avec lui, il a accepté d'être hospitalisé pendant quelques semaines. Je dirais, c'est ça la psychiatrie, à savoir que ce collectif soignant comportait aussi le maire de Cézanne, qui lui avait compris que dans certains cas, il ne fallait pas se précipiter d'appeler les gendarmes, mais qu'il y avait là une structure, une soignante, pour ces gens en difficulté psychique. Moi, je pense que ça illustre parfaitement ce que c'est la psychiatrie de. Bon, alors ensuite, bien sûr, je reviens sur Paris, parce que ma famille était à Paris. Et j'ai habité Chalon quand même 2 ans, je faisais les trajets au moins 2 fois par semaine, c'était très fatigant, et puis je sentais bien que je ne pouvais pas, étant donné que j'avais des enfants qui commençaient leurs études, et qu'il fallait que je revienne sur Paris. Je suis revenue sur Paris, et j'ai obtenu un poste à Maison-Blanche, dans un secteur aussi nouvellement créé, parce que les secteurs géographiques se sont créés petit à petit, et ce secteur, c'était la Goutte d'Or. La Goutte d'Or, on regarde la Goutte d'Or, oui, la Goutte d'Or. Et à l'époque, la Goutte d'Or était quand même, je dirais, une espèce de lieu très, comment on peut l'appeler, presque extérieur à Paris, puisque, bien sûr, il convergeait de nombreux immigrés, hein, mais aussi beaucoup de patients en déshérence. Et les patients qui montaient sur Paris, eh bien, ils allaient à la Goutte d'Or parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens, effectivement, de se loger, enfin, de vivre. Donc, je me suis trouvée dans une situation où le service accueillait beaucoup de gens qui n'étaient pas de Paris, qui étaient quelquefois d'origine étrangère, voire lointaine, hein, beaucoup africaine. Une anecdote, alors que j'étais encore chef de service à Maison-Blanche, dans le secteur de la Goutte d'Or, un des patients, Albert, que je suivais
à l'extérieur, alors qu'il avait été hospitalisé pour un an avant, au cours d'une période aiguë. Donc ce patient arrive dans le bureau et s'assied et pose son revolver sur la table. Je le regarde un petit peu et il me dit, comme ça, vous m'hospitaliserez. Deuxième situation, le malade demande d'être hospitalisé, alors qu'on veut le faire sortir. Là, il était sorti. Et donc j'essaie de discuter avec lui, j'étais bien sûr pas très bien, pas belge du tout. Et je lui dis non, que c'est pas possible de l'hospitaliser actuellement, il est relativement bien, et il a trouvé un travail épisodique, je peux le voir toutes les semaines s'il souhaite. Bon, enfin, il repart avec son revolver dans la poche, et j'apprends le lendemain qu'il était allé se mettre place de la Trinité, à la période la plus grande où il y avait le plus de monde, et qu'il a fait tournoyer son revolver au-dessus de sa tête, sans plus, ça suffit bien sûr pour que la police l'arrête, et qu'il revienne hospitalisé par le service. Il savait ce qu'il fallait faire pour être hospitalisé. Et j'ai appris depuis qu'il s'était suicidé, ce patient, il s'est jeté dans le canal Saint-Martin. Bon, alors j'avais quitté le service depuis plusieurs années. Donc ça c'est un peu la fin de mon expérience en psychiatrie générale adulte de secteur. Et la deuxième partie de ma vie professionnelle s'est passée dans un intersecteur de pédopsychiatrie dans le 93 qui réunissait les communes d'Aubervilliers, Drancy, La Courneuve, Stein et Neuilly. Bon, là bien sûr, c'était une expérience complètement neuve pour moi. Hein. Il n'y avait pas de pavillon d'hospitalisation, uniquement un hôpital de jour à Aubervilliers, qui à l'époque était géré par Madame Lacassin, qui est avec le secteur adulte correspondant, et qui, à mon arrivée, m'a dit je vous laisse la place, c'est votre place. Je suis devenu donc chef d'intersecteur de pédopsychiatrie, avec ce hôpital de jour à Aubervilliers et avec des consultations dans les différentes villes de l'intersecteur. Sauf à Stein, il n'y avait pas encore de consultation qu'on a ouvert à Stein, et à Julie, on a ouvert aussi une consultation. Bon, là, les choses se sont passées bien sûr très différemment, puisque c'était donc une psychiatrie complètement en mur, puisque nous n'avons aucune possibilité d'hospitaliser les patients, ce qui, dans certains cas, l'adolescent en pleine crise, posait vraiment des problèmes. Bon, on arrive à les résoudre en bricolant un peu avec des centres d'accueil et de crise, puisqu'à Aubervilliers, il y avait un CAC, un centre d'accueil de crise, qui accueillait, quand je le souhaitais, des adolescents pour quelques jours qui permettaient de trouver des solutions. Donc c'était une psychiatrie complètement, je dirais, détachée de l'hôpital. Alors là, je dirais, toute l'activité consistait à créer un réseau. En effet, la pédopsychiatrie, encore plus que la psychiatrie adulte, nécessite qu'on soit en lien avec toutes les personnes qui ont affaire avec la souffrance des enfants. Hein. Donc, surtout à partir de Nancy, essentiellement, on a créé ce réseau qui allait, je dirais, de l'école maternelle à la DAS, en passant par la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, mais toutes les structures qui ont affaire aux enfants en difficulté. Et c'était une expérience intéressante parce qu'on s'est aperçu que le travail avec ces structures permettait d'une part le fait que certaines familles, enfants du choix d'adresser alors que spontanément ils ne seraient jamais venus au CNP, hein, et que d'autre part, dans le CNP, on pouvait trouver effectivement des appuis hein, et des relations intéressantes, positives avec les différentes structures. Et surtout, je dirais, avec l'école maternelle, voire la crèche. Hein. Il y avait une crèche dans la Drancy qui faisait souvent appel à nous quand le personnel constatait que le bébé avait des signes très inquiétants, c'est-à-dire un regard un peu
un regard qui ne fixait pas l'autre, ce regard qu'ont certains enfants autistes, hein, ou d'autres symptômes inquiétants. Donc c'est essentiellement cette mise en place de ce réseau qui m'a paru très intéressante. Et parallèlement à ce réseau, puis comme conséquence de ce réseau, on a décidé avec une psychologue, Isabelle Béguet, avec qui je suis toujours en relation, et qui elle a créé son réseau à Sainte-Anne, m'a demandé d'être présidente de l'association qu'elle a créée, ça c'est parallèle. Donc avec Isabelle, on a décidé de créer ce qu'on appelait une maison verte. Parce qu'à l'époque, Françoise Deltour avait donc proposé ces structures d'accueil parents-enfants, qui n'étaient pas des structures de soins, mais qui étaient intermédiaires en quelque sorte entre le soin traditionnel et puis l'accueil un peu banal que pouvait proposer aux familles avec des enfants. Alors cette maison verte, on l'a appelée la Mapmonde, parce qu'en fait, à Nancy, on accueillait les familles de tous les continents. Donc on a pu ouvrir cette structure dans les années 87, 88. Ça a été une des premières structures dans la région parisienne, à part la maison verte de Docteur dans le 15e. Et on a fait là une expérience très très intéressante. Malheureusement, bon, je sais qu'actuellement, cette maison verte, on a pratiquement disparu. Bon, ça c'est une question. Mais je regrette rien qu'il n'y ait pas eu de traces, enfin, d'écrits ou même de films de cette aventure. Que vous dire maintenant? Donc de 80 à 98, j'ai travaillé dans cet intersecteur de la Seine-Saint-Denis, qui m'a beaucoup appris. Autant sur le plan humain que sur le plan psychiatrique, parce qu'on était là confrontés à des situations d'émigrés récents, de familles, je dirais, dans des situations à la fois matérielles et morales extrêmement difficiles. Et que très souvent, on était amené à, d'une part, à dénoncer des violences faites à enfants, ce qui était quelque chose de très difficile, violences sexuelles en particulier, et de décider aussi par ailleurs de placement et de retirer l'enfant à sa famille. Et dans ces cas-là, c'est vrai que ces réunions interprofessionnelles permettaient pas toujours d'éviter le retrait, mais de le préparer, et de le faire en connaissance de cause. Alors que souvent, des retraits d'enfants de la famille peuvent être extrêmement brutaux, très dommageables, autant pour les parents que pour les enfants. Bon. C'est tout l'intérêt du travail en réseau, qui j'estime était absolument indispensable et qui malheureusement, actuellement, est plutôt en régression. Ah, j'ai oublié de dire aussi quelque chose d'essentiel, c'est qu'à la fin de mon internat, à une époque où la psychanalyse avait toute sa place dans la formation des psychiatres, j'avais découvert qu'une première tranche d'analyse, qui avait duré 6 ans d'ailleurs, et qui m'avait aussi beaucoup apporté. J'en referai une autre tranche d'analyse beaucoup plus tard, mais pour des raisons personnelles. Et j'ai oublié de signaler cette part importante de ma vie professionnelle, parce que c'est vrai que la psychanalyse, avec ce qu'elle ouvre comme perspective sur la vie psychique, est un outil indispensable pour exercer ce métier. Alors, malheureusement, actuellement, la psychiatrie n'est pas la bienvenue, et on a préféré mettre à sa place les neurosciences. C'est important. La psychanalyse aussi, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas travailler avec ces deux pôles? Bon, actuellement, ça n'est guère possible. Bon, j'espère que le vent tournera de toute façon et pourra redonner à l'analyse sa place, rien que sa place, mais toute sa place. Parce qu'en effet, je dois dire que cet outil que j'ai acquis grâce à mon analyse, il m'a été indispensable pour travailler.
comme psychiatre de secteur. Puisqu'il m'est même arrivé de pratiquer des analyses classiques dans une consultation publique. Bon, ceci entraîne d'autres, m'a amené à d'autres dissertations, si je peux dire, puisque quand j'ai demandé une supervision à la SPP, la Société parisienne de psychanalyse, le superviseur à qui je m'adressais, qui s'appelait André, m'a dit: je ne peux pas superviser une analyse gratuite. Ah, je dis: écoutez, je pense qu'une analyse non payante peut porter des fruits, hein. Même si le paiement est un acte fondamental, je ne suis pas sûre qu'actuellement on ne puisse pas effectivement s'orienter un peu différemment, d'autant plus que le patient sait que nous sommes payés par ailleurs, mais payés par l'État. Ce n'est pas lui, mais lui, par ses impôts, il fournit ce qu'il faut à l'État pour payer des gens. Donc, il ne voulait pas me superviser. Il est décédé, je prends par le plus facilement. J'ai fini par lui faire accepter une supervision de cette analyse non payante, qui était un grand obsessionnel. Et au bout de 3 ans de supervision, j'arrive donc, c'est une supervision de groupe, hein, et j'annonce que le traitement est considéré comme terminé, et que le patient me quittant m'a dit: quand je pense à la rente que je vous ai versée. La rente que je vous ai versée. Ce n'était pas la rente financière dont il parlait. Et Green a dit: ah ben c'est bien fait de me prendre en supervision des choses que j'ai comprises. Voilà. Alors, mon application dans la transmission, elle s'illustre de la façon suivante. Il existe à Lille-et-Moi une société d'histoire de la psychiatrie créée par des infirmiers dans les années 1986. Et cette société d'histoire a donc créé un musée. Et ce musée sert aussi d'outil de transmission, outre les différentes interventions qu'on peut proposer à l'hôpital et au-delà. Donc là, la présidente, dont il y a 2 ans et demi, la présidente de la CREP, Agnès Berthelot, une psychologue, décède. Et à ce moment-là, nous nous interrogeons, je faisais partie du bureau, qu'est-ce qu'on fait? Une partie du bureau dit on arrête et on disperse la collection du musée. L'autre partie se tourne vers moi et me dit: Odette, tu prends. Et Odette, elle prend. Elle prend donc cette présidence. Et je dois dire que je n'ai pas regretté, parce que cette société qu'on appelle la CREP, qui outre le musée qui permet effectivement à travers cette visite de musée de parler justement de cette psychiatrie qui s'est élaborée à partir des années 60, qui s'est développée, il prend actuellement bien sûr notre tournure. Et outre cette visite de musée, nous faisons en particulier cette année pour les 150 ans du Louvre un colloque, je dirais, mensuel, avec des sujets très divers, depuis l'histoire de Vinévoire, l'histoire de la psychiatrie de secteur, l'histoire des lois en psychiatrie, puisqu'on a, il y a quelques semaines, demandé à Daniel Jagueri d'intervenir, l'expert que l'on connaît, et puis aussi de parler de ces patients historiques qui sont passés par Vinévoire, à savoir Camille Claudel, Anton Artaud, et d'autres moins connus, comme Itas, le musicien arménien, hein, et Odinos, ce graveur remarquable, dont les œuvres actuellement se vendent à prix d'or. Donc, je peux dire que j'ai fait vraiment connaissance avec le musée de la CREP très récemment, quand j'ai accepté de prendre cette présidence. Donc déjà, même le contenu du musée qui m'était un peu étranger, je l'ai approfondi. J'ai vu toute la richesse de ce musée et tout ce qui pouvait encore contribuer à développer cette richesse. Et j'ai compris aussi la nécessité de prendre des contacts, voire de nouer des liens avec les autres structures comparables
dans les hôpitaux psychiatriques, non seulement de la région, mais de la France entière. C'est à ce titre que j'étais donc invitée à venir visiter le musée Clermont-Louage, c'est récent, ça doit dater de 2 mois, non, okay. 2 mois, où j'ai découvert ce magnifique musée, hein, sans doute beaucoup plus riche encore que celui de la CRF, et qui m'a incité à travailler, je veux dire, deux concerts, avec Clermont, et même avec d'autres musées, comme celui qui existe, je crois, à Angers. Donc c'est actuellement pour la CRF, l'objectif actuel, c'est de nouer ces liens avec ces structures qui ont toutes le même objectif, garder des traces de cette période tellement importante du travail en psychiatrie. Bon, l'évolution actuelle de la psychiatrie fait que beaucoup d'hôpitaux psychiatriques disparaissent, puisque l'essentiel de l'activité psychiatrique va se replier sur les hôpitaux généraux, hein, et puis aussi à l'extérieur, mais essentiellement sur les hôpitaux généraux, fait que certains hôpitaux, par exemple comme celui de Maison Blanche, sera complètement détruit pour faire place à une ville. Et que l'hôpital de Villévrard, lui, ne sera que partiellement vendu, aussi pour des constructions diverses, et qu'on conservera quand même une partie pour l'hospitalisation des patients, pour les différentes activités culturelles autour des patients, et en particulier le musée de la CRF, qui sera déplacé dans la partie, je dirais, encore active de Villévrard, qui se trouve, quand on arrive sur Villévrard, à la gauche de l'allée principale, puisque la partie droite de l'allée principale sera donc vouée à la construction de structures diverses. C'est parti.